Bienvenue pour cette table ronde « Hôpitaux, tout ce qu'il faut changer ». Vous le savez, les hôpitaux vont mal, hein, le déficit des établissements publics et privés a atteint le milliard d'euros fin 2022. Les hôpitaux peinent aussi à recruter, que ce soit des médecins ou des personnels paramédicaux. Les urgences sont en crise, donc comment répondre? Quelle réponse apporter? Que peut faire la région? Autant de questions que nous allons aborder avec le professeur Vincent Boun, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir, avec Anne Ferrer et avec Éric Oziol. Et ces échanges, ce débat qui promet d'être passionnant, va être animé par Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point, et Étienne Gernel, directeur du Point. Je vous laisse vous installer, on vous applaudit le temps que nos deux animateurs s'installent. Donc je précise, Anne Ferrer, vous êtes directrice générale du CHU de Montpellier. Docteur Éric Oziol, vous êtes président de CME du centre hospitalier de Béziers. Vincent Boun, on vous retrouve, professeur, anesthésiste, réanimateur, chef de service du SAMU 31, vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge de la santé. Étienne, Géraldine, c'est à vous. Écoutez, comme d'habitude, moi je poserai les questions idiotes et c'est Géraldine Vosner qui posera les questions intelligentes parce que c'est organisé comme ça au Point. Et donc Géraldine, je te laisse la parole sans te mettre de pression. Bien. Bon, le dossier est vaste en même temps, hein. Pénurie de médecins, déserts médicaux, une crise hospitalière qui perdure, un système de santé qui a l'air à bout de souffle et un Ségur de la santé qui n'a pas arrangé énormément de choses. Alors on s'est dit, on va y aller modestement. En 40 minutes, on va répondre, hôpital, tout ce qu'il faut changer. Vous voyez un peu le Vous avez programme. 48 heures devant vous. Voilà. Donc, la Cour des comptes a jeté hier un beau pavé dans la mare en présentant 3 rapports sur la situation des hôpitaux publics, particulièrement dégradés. Les comptes sont dans le rouge, plus d'1,3 milliard de déficit en 2022. Vincent Boun, ça ne va pas s'arranger? C'est ce qu'on croit comprendre. Alors, c'est une vraie question et je pense que 40 minutes ne suffiront pas. On va fermer les portes et prendre 2 ou 3 ans pour pouvoir y répondre. Non, surtout, je pense que vous avez invité des orateurs de très grande qualité. Le discours va être biaisé parce que vous avez des personnes ici, là, et je parle de 2 CH d'excellence, vraiment, je le pense, où il y a beaucoup de solutions. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir la qualité de la directrice générale de Montpellier ou du PCME de Béziers. Donc je tiens à dire que vous aurez un discours probablement plus optimiste que ce que la situation est réellement. Alors oui, je trouve que la santé va mal. Si vous me permettez, je pense que la société ne va pas très bien. Mais la santé ne va pas très bien non plus, et en particulier l'hôpital public est réellement pour le coup une institution que j'adore, hein. Je revendique haut et fort mon amour de l'hôpital public, clairement. C'est compliqué, on paie maintenant des mauvais choix qui ont été faits durant les 30 dernières années, de restrictions, de paiement strict à l'activité, de non prise en compte de la prévention, des dépistages, de numerus clausus. On arrive maintenant à un système qui est un petit peu, je dirais, un bout de course. Et moi, effectivement, je crois qu'il faudrait un grand plan Marshall de l'hôpital. Alors, tout n'est pas jeté dans l'hôpital public, encore une fois. Il y a des hommes et des femmes de valeur extraordinaires. Il y a de l'innovation tous les jours, il y a de l'excellence, mais il y a besoin, je crois, de vrais discours et puis surtout clairement d'actes qui soutiennent un peu l'attractivité des hôpitaux, le soin, etc. J'ai parlé trop longtemps déjà, ça y est. Non, pas ça, mais c'est un plan Marshall pour l'hôpital public, certes, mais la Cour des comptes le pointe, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une marche pour avancer. 15,5 milliards d'euros du plan du Ségur, et elle dit, le problème, c'est qu'on a essaimé cet argent sur 80% des hôpitaux, résultat, c'est complètement inefficace, il n'y a pas eu de pilotage, il y a un défaut de pilotage, un défaut politique. Alors oui, il y a aussi cette question de pilotage. La santé en France actuellement est très centralisée, très jacobine, on pourrait dire. Et effectivement, on a des difficultés de pilotage très locales, ça c'est clair. Un CHU tel que celui de Montpellier s'inscrit dans un réseau clairement régional,
d'abord départementale, mais ensuite régionale. Et probablement, en tout cas c'est ce que nous on pense à la région Occitanie, il faudrait avoir sans doute une plus grande part du local et du régional dans la place des CHU. Parallèlement à ça, un gros hôpital comme celui de Béziers fait forcément partie d'un GHT d'excellence avec des plus petits établissements autour de lui. GHT pour tout le monde. Pardon, groupement hospitalier de territoire. Les hôpitaux travaillent en réseau. Mais là aussi, les réalités politiques ne tiennent pas forcément compte de ça. Donc on a 1000 territoires, on a 1000 particularités, on a des territoires plus ou moins attractifs, on a des innovations, on a des femmes et des hommes qui gèrent différemment les hôpitaux, et tout ça est très centralisé avec un modèle unique. Moi je crois qu'il faudrait probablement beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'aller vers et de travailler depuis le terrain. Voilà. Et Éric Oziol, est-ce que c'est uniquement un problème d'argent ? Bien sûr, il faut, mais l'argent n'est pas une finalité. C'est fait pour investir, c'est fait pour entreprendre. Comme a dit Vincent Boone, effectivement, la vraie question, c'est la territorialisation. C'est-à-dire l'élément d'égalité, c'est où que nous soyons sur le territoire français, on puisse accéder, pas forcément à tout, mais au moins à une gradation des soins et la possibilité d'accéder à ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, effectivement, alors je ne sais pas s'il faut faire la révolution de l'hôpital. Je ne suis pas très révolutionnaire, je suis plutôt évolutionniste, darwinien. Mais il y a une évolution qui est en cours. Je pense qu'on est dans une période, effectivement, peut-être de rupture, où il y a des choix à faire. On a une obligation aujourd'hui financière. On ne peut pas continuer à fonctionner avec une enveloppe globale et simplement le levier du robinet de l'hôpital public. Après, redéfinir les missions, redéfinir les organisations. Et oui, bon, je suis effectivement dans un hôpital qui va bien, oui, qui est en bonne santé parce qu'il y a de l'intelligence collective, parce qu'on a trouvé des solutions, parce qu'on est à la bonne taille. Il y a effectivement cet élément de taille qui est un point important. Dans la territorialisation, il faut... Alors, on dit qu'il y a des déserts médicaux, mais il faut surtout amener les gens à venir ou à revenir dans ces territoires et que la formation puisse se faire partout, finalement, même si là aussi il y a une gradation dans la formation. Moi, je suis un fervent partisan de l'universitarisation des territoires et je crois qu'on est en train de travailler avec Isabelle Lafont, doyenne de Montpellier, sur le sujet. Il ne faut pas forcément créer des CHU partout, mais il faut que l'universitarisation puisse se faire partout. Et en proximité, ça permettra de former des professionnels de santé. Il y a les IFSI déjà, mais également les médecins dont on a besoin sur le terrain. Anne Ferrer, vous qui dirigez donc depuis quelques mois l'un des hôpitaux les plus réputés de France, le CHU de Montpellier, puisqu'il était, je crois, 6e ou 7e au palmarès du Point jusqu'avant qu'il ne soit censuré. Je dis ça pour le ministre François Braun, qui a été censuré avant nous, enfin juste après nous. Mais donc vous êtes dans l'élite, le cœur de l'excellence française en termes d'hospitalisation, mais est-ce que vous trouvez qu'on est sévère, que ça va mal ? Vraiment, ça va mal ? Et qu'est-ce qui ne va pas, d'après vous ? Alors, si je souscrivais à ce que vous dites, ça va mal, je crois qu'il faut que je change de job, mais rapidement. Parce que moi, ce que je vois de l'hôpital en général, de mon hôpital en particulier, mon hôpital universitaire, c'est à la fois une capacité de recours dans les territoires avec nos partenaires, et on arrive à avoir cette fameuse graduation des soins qui est la clé d'un dispositif qui fonctionne. Et peut-être que c'est le début d'une solution que collectivement on doit travailler en associant le plus étroitement possible les politiques. Tout établissement de santé est producteur de valeur dans son territoire parce qu'il soigne les gens, parce qu'il emploie des gens. Donc c'est une vraie réalité, c'est une force. Après, tous les hôpitaux ont vocation à répondre à la mission qui leur est confiée. Ma mission, c'est d'animer une recherche d'excellence. On le disait tout à l'heure, on a la formidable joie d'avoir un institut hospitalo-universitaire. C'est le label le plus formidable. C'est là où on va trouver des thérapies ultra innovantes qui associent des chercheurs du monde entier. Donc on est vraiment au bout du prisme. Mais on fait aussi des soins de proximité et on accueille la plus grande des fragilités
quand on arrive et qu'on n'a pas grand-chose et qu'on franchit le seuil des urgences du CHU, on sait qu'on sera pris et qu'on aura les meilleures thérapeutiques. Ça, c'est notre prisme à nous, CHU. Et on répond à cette mission. Mais on a une autre mission supplémentaire qu'on assume, c'est celle de nous encorder avec nos partenaires, de telle sorte qu'on puisse garantir que le territoire tienne aussi, dans une période de numerus clausus qui a été très abaissée. Alors c'est un terme un peu barbare pour dire qu'on a contrôlé la sortie des médecins à un moment donné, et que quand on décide... Ça a été une décision à un instant T, et après, la vraie erreur, c'est de ne pas arrêter un choix lorsqu'on observe des conséquences néfastes. Aujourd'hui, ce choix a été changé, on a relevé le numerus clausus, il va nous falloir un petit peu de temps, probablement plus de temps, parce qu'aujourd'hui, on a des médecins qui se surspécialisent, et ça aussi, c'est le deuxième marqueur de la qualité exceptionnelle des prises en charge dont on peut bénéficier en France. On conserve une médecine remarquable en France. Pour tous, elle est socialisée. Ça, c'est le troisième défi remarquable, ne l'oublions pas. Donc, je ne serai pas aussi critique sur la qualité de ce qu'on fait. Vous voulez dire, après, par rapport à d'autres pays, c'est quand même pas mal d'être soigné en France? Bien sûr, vous avez une super prise en charge si vous allez aux États-Unis, mais tout le monde ne bénéficie pas de cette prise en charge. Aujourd'hui, peu importe vos ressources, quand vous êtes en France, vous êtes soigné. Alors, et vous êtes soigné sans discrimination. Il s'agit moins de critique d'effectivement de la qualité et de l'excellence des soins que de la manière dont le personnel hospitalier lui-même le vit. C'est qu'il arrive encore à fournir cette qualité au prix d'une certaine souffrance, hein, ce qu'on entend dans les mouvements, et une difficulté aussi à devoir assumer tout le temps la permanence des soins qui repose beaucoup sur l'hôpital public. Alors, s'il y a un axe fort sur lequel on doit travailler, c'est une nouvelle fois, parce que l'hôpital ne cesse de changer, de se moderniser, assume les vagues et les réformes les unes après les autres, plus que n'importe quelle autre fonction publique, et je dirais même plus que n'importe quelle grande structure, parce qu'un établissement comme Montpellier, c'est 12 000 personnes. Donc quand on décide de mobiliser 12 000 personnes pour faire changer d'axe, il faut un effort de communication sans précédent, il faut un effort de conviction sans précédent, il faut de la transparence dans les choix, et là tout le monde s'aligne, mais ça prend toujours un petit peu de temps. Aujourd'hui, nos professionnels, qu'est-ce qu'ils nous disent? On est au sein d'un CHU ou d'un CH, les seuls à assumer complètement l'exigence de la continuité de la permanence des soins. Nos partenaires peuvent être amenés à fermer, parce que la raréfaction des ressources humaines touche les cliniques comme les hôpitaux. La différence pour les hôpitaux, c'est que nous ne fermons pas. En tout cas, les grands centres, Béziers ou le CHU de Montpellier, nous ne fermons pas. Donc ceux qui sont présents vont assumer encore plus ces vagues de patients qui arrivent des endroits qui ne peuvent plus continuer à tenir cette continuité. Donc ce que nous attendons, c'est de pouvoir partager le poids de cette permanence des soins qui oblige des professionnels à être là le soir, le week-end, les jours fériés, qui fait à la fois la noblesse de leur activité, mais c'est une servitude que les nouvelles générations souhaitent voir ultra maîtrisée dans des agendas qui soient totalement figés. Or, on a un progrès médical qui nous permet aujourd'hui de plus en plus de prendre en charge les patients en ambulatoire. Ils arrivent le matin, ils sortent le soir. Et on continue d'avoir beaucoup de lits. Et je crois qu'il faut expliquer, parce que ce sont dans des émissions aussi comme celle-ci, qu'on peut regarder le nombre de lits de façon apaisée. On a besoin d'avoir des lits pour hospitaliser les patients qui arrivent aux urgences, les patients âgés, polypathologiques, pour qu'il faut faire des investigations longues. Mais on a aussi besoin de récupérer les effectifs pour les mettre dans des unités de jour, puisque de plus en plus, on prend en charge nos patients en ambulatoire, ils le réclament, et quand c'est bien organisé avec la médecine de ville, ils y souscrivent. Et donc cette adaptation continue de nos moyens pour faire en sorte que nos professionnels restent à l'hôpital parce qu'ils ont une qualité de vie au travail qui leur convienne, eh bien ça, c'est un vrai enjeu à expliquer une nouvelle fois avec beaucoup de pédagogie pour pas que ce soit vécu comme on ferme des lits. Oui, mais on ouvre aussi des places. Il ne faut pas être trop fétichiste sur le nombre de lits. C'est vrai que c'est le chiffre qu'on entend partout et qui est répété. C'est pas forcément ça le sujet. Ça peut être aussi le nombre de places. Ça veut dire c'est des consultations? Non, ça veut dire que vous êtes opéré jusqu'à il y a 10 ans, quand vous arriviez pour avoir une prothèse de hanche, vous passiez 2, 3 jours, 4 jours, donc vous aviez besoin d'un lit. Aujourd'hui, vous venez pour une prothèse de hanche, si le patient et le médecin considèrent que c'est possible, vous pouvez être opéré dans la journée, rentrer chez vous, avec un suivi de la douleur organisé, un lien avec votre médecin traitant, et auquel cas, vous avez besoin d'une place et pas d'un lit. Éric Oziol,
la Cour des comptes recommande aussi de rendre obligatoire la participation à la permanence des soins des praticiens qui exercent dans le privé. On a envie de dire, c'est un grand tabou finalement. Est-ce que tout changer, ce ne serait pas commencer par... voilà, tout l'argent qui finance la santé sort quand même globalement de la même poche. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre un petit peu d'égalité dans les devoirs qu'on exige à chacun? Alors, là, vous touchez du doigt quelque chose de délicat. C'est quand même pas à la Cour des comptes d'imposer la PDS, permanence des soins, mais peut-être au Conseil de l'ordre. Puisque techniquement, c'est ce qui nous lie, en tout cas c'est l'organisme ou l'instance régulatrice de nos obligations. Et vous y êtes favorable? Moi, je suis toujours favorable pour que tout le monde fasse une part de ce qu'il a à faire. Après, il y a quelques années, les médecins généralistes étaient les seuls, en dehors des établissements, hein, bien sûr, à devoir faire de la permanence des soins. Et à juste titre, ils ont considéré que c'était injuste ou inégalitaire. La démarche était correcte. La réponse du Conseil de l'ordre, ça a été de dire bon, vous n'êtes plus obligé de le faire. Mais il faudra quand même le faire, parce que la médecine générale, on en a besoin. Je trouvais que la réponse n'était pas très adaptée. Ça aurait pu être de dire tout le monde participe à la permanence de soins. Il est clair que les dermatologues ne vont pas faire des gardes de nuit, mais entre ne pas faire des gardes de nuit et avoir 6 mois de délai, je pense qu'il y a une marge de progression. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, pour les 15 ans qui viennent, on n'aura pas plus de médecins. C'est le chiffre, voilà, on a 15 ans à tenir en nombre absolu, parce que qualitativement, on va avoir moins de généralistes pendant ces 15 ans. Donc il va falloir en tenir compte. La démographie est très facile à lire. La démographie de la population, on n'a plus une pyramide des âges à partir de 80 ans, on va avoir un dôme. C'est comme ça, c'était envisageable. Et la pyramide des âges et des fonctions médicales, elle est disponible sur les sites de l'adresse. Donc c'est tout à fait anticipable. Donc je pense qu'on peut prévoir un certain nombre de choses. Ce n'est pas à moi de dire au Conseil de l'ordre ce qui doit être fait, mais effectivement, c'est une question qui se pose, et de savoir aujourd'hui de quel médecin on a besoin et pour faire quelle mission, et que paye le payeur, la communauté. Après, moi, je n'ai pas d'arrière-pensée sur... Enfin, je suis public. Le libéral, je crois, devrait s'appeler conventionné déjà. Il s'appelle conventionné parce que c'est quand même de l'argent public. Et il y a des missions, il y a des obligations, il y a des organisations. Je pense qu'aujourd'hui, les médecins libéraux font la grève. Ils ont certainement des justes revendications, mais je crois qu'il va falloir traiter le problème de façon systémique et pas dire c'est la faute à un tel ou un tel. Il va falloir faire vraiment de l'intelligence collective pour l'avenir. Oui, parce qu'on entend d'un côté ce message des médecins libéraux qui disent mais arrêtez, on n'arrive déjà pas à recruter des médecins, donc leur mettre des contraintes supplémentaires, c'est difficile. Mais en même temps, il y a aussi de la difficulté à recruter à l'hôpital public parce que les contraintes sont extrêmement lourdes. Donc, Vincent Boone, comment vous vous positionnez? C'est l'un des enjeux du renouvellement de ces professions, en fait, parce qu'on sent qu'il y a besoin de réenchanter ces formations et la jeunesse pour qu'elle rejoigne le monde médical. Alors, je ne vais pas faire du politiquement correct, pardon. Tant pis, hein, je suis là pour ça. On a un vrai souci, clairement, je crois, avec effectivement, alors pas l'appétence des métiers en santé, ce sont des métiers qui sont très demandés. La profession d'infirmière, par exemple, c'est la profession qui est la plus demandée à Parcoursup. Les études de médecine sont de manière écrasante sollicitées par les étudiants. Donc c'est des professions qui plaisent au départ. Par contre, après, effectivement, on se retrouve d'une part avec des infirmiers qui sortent de diplôme, infirmiers qui sont clairement, comment dirais-je, ne durent pas longtemps dans leur emploi. On considère que, alors c'est difficile à dire selon les études, mais l'étude la plus fiable que j'ai trouvée, c'est 11 ans. Ils font la profession d'infirmier en moyenne pendant 11 ans. Et effectivement, nous, on voit dans les études, dans les écoles difficiles, les écoles d'infirmières, 15% d'abandon en cours d'études, alors que c'est une profession qui est, encore une fois, le plus demandée à Parcoursup. On a beaucoup d'abandons et il y a des infirmiers qui n'arrivent jamais à exercer. Donc ça pose un vrai problème.
Et ça, je crois qu'il faut y travailler. Clairement, c'est des métiers sur lesquels il faut travailler sur l'attractivité du métier en lui-même et non pas le fantasme, la représentation qu'on se fait. Sur les médecins, clairement, je vais être un peu de gauche et tant pis, c'est la seule profession de santé qui n'a aucune contrainte à l'installation ou à la réinstallation. Actuellement, un médecin peut s'arrêter 10 ans de travailler, ne jamais ouvrir un livre de médecine, ne jamais voir un patient et au bout de 10 ans se réinstaller et reprendre son activité comme si de rien n'était, comme si la médecine n'avait pas évolué en 10 ans. Actuellement, on en est là. On n'a pas d'obligation de formation, c'est en cours, mais ça n'est pas le cas actuellement. Voilà. Si on parle de la profession de pharmacien, par exemple, qui est très réglementée, et les infirmiers sont réglementés à l'installation, les médecins n'ont absolument aucune contrainte. Je ne dis pas qu'il faut en mettre beaucoup, mais peut-être que réfléchir de manière intelligente, en mettre un peu. Le taux d'installation des médecins généralistes, par exemple, puisqu'on parle de ça, 10 ans après leur diplôme, c'est 40% des médecins sont installés en médecine générale. Donc 60% ne sont pas installés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, beaucoup font un tour du monde, ce qui est très bien pour eux, mais ce qui effectivement pose la question de qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai 25 étudiants de médecine d'urgence, j'en ai 5 tous les ans qui partent faire un tour du monde. C'est très bien, il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils fassent ça, mais se pose la question quand même de quand est-ce qu'ils vont pouvoir effectivement rendre un peu de ce qu'ils ont pris pendant leurs études, en fait. C'est une vraie question. Rappelez-vous que les études sont gratuites, entre guillemets, coûtent pas cher en tout cas, par rapport à d'autres pays où les étudiants s'endettent lourdement. Je parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, par exemple aux États-Unis. Un étudiant actuellement sort de diplôme et peut très bien partir faire un tour du monde, etc. Un étudiant n'a aucune obligation d'installation. Il y en a qui font mercenaires, entre guillemets, très largement payés. Alors, il y a une loi qui est passée, mais maintenant, il y a des statuts de praticiens cliniciens. Donc, j'ai des jeunes là, qui sortent du diplôme, qui vont être payés 11 000 euros net en débutant, donc plus que les titulaires des services dans lesquels ils sont, pour faire un boulot minimaliste. Se pose vraiment la question de où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on n'est pas en train de marcher sur la tête? Et puis, effectivement, la permanence des soins, actuellement, 30% des médecins participent à la permanence des soins. 70% des médecins ne participent pas à la permanence des soins. Est-ce que, collectivement, il ne faut pas s'interroger? Là, ce n'est pas les conseils de l'ordre qui doivent clairement statuer, c'est pour moi le législateur. Est-ce que tout le monde ne devrait pas en faire un peu? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu de responsabilité collective sur, je ne dis pas qu'il faut absolument que tout le monde aille s'installer de suite dans des départements ou dans des coins paumés, mais est-ce qu'il ne faudrait pas déjà que tout le monde soit un peu forcé d'exercer son métier, juste tout simplement, sans forcément trop de contraintes? Moi, je suis pour le fait que si on veut garder le titre de docteur en médecine, il faut exercer la médecine. Et si on n'exerce pas, si on est mercenaire, entre guillemets, permanent, si on part 2 ans faire un tour du monde et qu'on n'exerce pas, il faut se requalifier derrière. Ce serait suffisamment contraignant. Il y a plusieurs tentatives de loi qui ont essayé de passer. Aucune n'est passée. Il y en a une qui était portée par plus de 50 parlementaires qui clairement s'est fait barrer. Je crois que le législateur, en tout cas le gouvernement ou les députés, devraient prendre des textes, entre guillemets, pour remettre un peu de bon sens. Voilà. Il ne s'agit pas de mettre de la contrainte excessive, il ne s'agit pas de forcer les gens à s'installer dans des endroits où ils n'ont pas leur vie. N'oublions pas que les médecins sortent autour de 30 ans quand ils ont fini leurs études, ils ont déjà leur vie, mais voilà, probablement que ça, ce serait, je crois, déjà porteur d'un petit peu de solution. Voilà. Il y a eu déjà quelques mesures qui sont passées. Je pense notamment au plafonnement maintenant du salaire des intérimaires. Mais comment vous le gérez, justement, Anne Ferrer, dans un hôpital qui en a besoin? Alors, pas au CHU, nous n'avions pas d'intérimaires. En revanche, on a eu la responsabilité territoriale de tous les établissements qui, sur certaines lignes, fonctionnaient avec une part qui pouvait varier de 10, 20, 100% d'intérimaires. Donc, il a fallu... Il y a certaines lignes et certaines spécialités qui étaient 100%. Par exemple, il y a des spécialités qui sont à ce point... L'anesthésie-réanimation, c'est une discipline qui est très, très difficile en ce moment à pourvoir dans certains centres généraux. Et cette loi était la bienvenue parce qu'on arrivait à des sommes qui étaient accordées à ces professionnels qui étaient totalement déraisonnable. Et Vincent Boone le soulignait à dessein, vous ne pouvez pas garder un collectif avec des professionnels qui touchent un tiers de moins que des intérimaires qui vont venir, qui vont passer, qui vont s'en aller. Et une nouvelle fois, on a tous applaudi cette réforme en disant elle va nous mettre en difficulté temporairement, elle a été retardée d'1 an pour nous permettre de nous organiser, d'avoir une vraie coopération. Mais on observe qu'aujourd'hui, elle porte ses fruits, puisque toute une partie des intérimaires ont décidé soit de se sédentariser, alors effectivement encore à des tarifs qui sont très hauts,
Et une nouvelle fois, on en revient au cœur du sujet, la gradation des soins. Est-ce que tous les hôpitaux doivent tout faire ? Et est-ce qu'on a les moyens nécessaires dans tous les territoires de tout faire ? Et les moyens, ça veut dire assurer des soins de qualité avec une continuité des soins à l'appui sur des plateaux techniques où on dispose de toutes les ressources paramédicales, donc infirmières de bloc, infirmières anesthésistes, ou est-ce qu'on commence à aligner au fur et à mesure des remplaçants et à la fin on se dit que peut-être qu'il faut travailler différemment. Vous connaissez par cœur les débats que ça provoque, la moindre fermeture politiquement est extrêmement compliquée, il y a des manifestations, les gens s'indignent, c'est un débat qui est difficile à avoir politiquement, Vincent Boone. Oui, alors je crois qu'il faut surtout, clairement, hein, il y a des études scientifiques qui sont faites, et encore une fois on en a parlé en introduction. La science, elle a, entre guillemets, pour objectif de ne pas mentir et de donner des faits. Une équipe qui, par exemple, si je prends l'oncologie, la cancérologie, une équipe qui fait très peu de cancérologie va être moins performante qu'une équipe qui fait beaucoup de cancérologie. Et la question qu'il faut se poser, mais encore une fois, c'est un débat qu'on devrait avoir, je rejoins complètement Anne, c'est un débat qu'on devrait avoir au niveau sociétal, et on devrait avoir un grand débat sur la santé. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre santé ? Mais est-ce que je vais être opéré à côté de chez moi par un chirurgien qui n'a pas vraiment l'habitude de faire l'opération de mon cancer, ou est-ce que je dois aller travailler dans un réseau, dans une filière de soins, où je vais être opéré dans un centre plus gros, revenir en convalescence près de chez moi? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Et c'est ça tout l'enjeu d'innovation des hôpitaux actuellement, et c'est là où on devrait avoir beaucoup plus d'aide en fait. Et effectivement, le discours politique vient un peu brouiller ça, en disant je veux garder ma chirurgie oncologique. Non, je crois encore une fois qu'il faut essayer de se poser, de regarder les arguments simples et de dire voilà, il y a une solution pour les personnes du territoire et on va travailler pour la mettre en place. C'est toute la difficulté à l'heure actuelle où on a beaucoup de passions autour des hôpitaux et en particulier, voilà, vous demandiez quelles étaient les spécialités en tension, c'est là où vous ne pouvez pas fermer de service, hein, très simple, obstétrique, anesthésie-réanimation, urgence, c'est les spécialités qui sont les plus en tension. Il vous manque des pneumos, vous allez fermer la pneumo. C'est pas bien, mais vous allez le faire. Vous ne pouvez pas fermer un service d'urgence ou de réanimation. Voilà. C'est fascinant ce que vous dites parce que en vous écoutant tous les deux, on a exactement les motifs des gens qui ont voulu empêcher de paraître le palmarès des hôpitaux et des cliniques du Point. Ce que ça dit, en gros, c'est que tout le monde ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres et peut-être qu'il faut peut-être faire plus chez eux et pas tout faire partout. Et la question des lits et de l'ambulatoire qui visiblement frustre les gens. Donc on s'est retrouvé en fait malgré nous au milieu d'un débat politique qui est très actuel sur la réforme de l'hôpital et ceci explique peut-être cela. Mais c'est un vrai débat et une vraie organisation exigeante. Parce que ça suppose que les chirurgiens qui vont vouloir aller participer dans ces territoires où on leur dira, par exemple, vous ne ferez plus de cancérologie, nous, au sein du CHU ou au sein de l'ICM, puisqu'il y avait Marc Ichou tout à l'heure, il faut qu'on réfléchisse nos organisations pour leur permettre de venir dans nos murs avec des équipes et pouvoir, si ce sont des jeunes qui sortent de chez nous, continuer à pratiquer ces interventions, sinon ils n'iront pas s'installer dans les territoires après derrière. Donc, ces liens que l'on a et qu'on essaye de développer avec les établissements de nos groupements hospitaliers de territoire doivent être des liens forts c'est ça aussi, ça amène les établissements à s'ouvrir et à collaborer. Et après, il faut que politiquement, on revoie les modes de financement pour encourager les professionnels qui sortent des murs de leur hôpital pour qu'il y ait un intérêt à agir. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez votre voiture, vous allez à l'autre bout du département, c'est quand même un peu plus compliqué. Quand vous le faites, nous par exemple à Montpellier, on a un pôle d'imagerie qui va jusqu'à Millau, qui descend à 7. On assure la permanence des soins. C'est-à-dire que nos radiologues essaiment partout. C'est compliqué pour eux. Mais Comment ça, ils se baladent avec leurs machines ? Non, ils ont les machines sur place, ils ont les équipes sur place. Ah, ils ont les machines sur place. On envoie la compétence et on sait que tous les jours, il y a un membre de l'équipe de l'ensemble de nos hôpitaux qui va et qui intervient. Donc la lourdeur de la prise en charge est partagée entre chacun, l'organisation est très lisible et ça nous permet d'assurer une continuité de soins radiologiques qui, à défaut, manquerait et là on appauvrit les plateaux techniques. Alors c'est formidable effectivement sur le papier, mais ça suppose aussi un vrai dialogue, une vraie collaboration entre l'hôpital et la médecine de ville. Or, on manque justement de médecins dans les territoires pour pouvoir assurer ce relais auprès de la population. Donc comment fait-on, Éric Oziol ?
La question n'est pas simple, mais effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas tant de savoir s'il manque des médecins en quantité, mais savoir de quels médecins on a besoin, c'est-à-dire qualitativement. Aujourd'hui, on a besoin, il y a beaucoup de spécialistes, très pointus, des grands artisans, et j'en suis ravi, mais il y a très peu de maîtres d'œuvre. Et s'il n'y a pas de maître d'œuvre, non mais attendez, essayez de faire une maison sans maître d'œuvre, vous verrez que vous ne serez jamais dans le budget, ni dans les délais. Et parfois, il y a des malfaçons, alors vous avez des super artisans. Aujourd'hui, la maîtrise d'œuvre en ville, c'est les médecins généralistes, mais ce n'est pas le métier qu'ils exercent, et en tout cas, ce n'est pas le métier qu'on a créé. Dans les hôpitaux, moi je suis interniste, globalement, c'est mon métier. Et dans les hôpitaux de proximité, quand il n'y a qu'un service de médecine et une pharmacie, parce que c'est le minimum d'un hôpital de proximité, il faut qu'il y ait des médecins qui fassent cette maîtrise d'œuvre et qui utilisent les spécialités, les recours là où ils sont. Et parce que c'est bien joli d'avoir des super centres, il faut que les gens puissent y accéder. Pour qu'ils puissent y accéder, eh bien, il faut qu'il y ait justement cette maîtrise d'œuvre dans le système de soins. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui dans la gradation des préférences des internes de médecine au concours, l'examen classant national, les premiers choix, c'est la chirurgie plastique, la dermatologie et l'ophtalmologie, la gériatrie, la médecine interne, la médecine générale, la psychiatrie, la pédiatrie, perdent chaque année des places de choix. Donc je crois qu'aujourd'hui, le système qu'on propose, il va falloir qu'il commence à se poser la question il va falloir donner le goût à la médecine. Et le goût à la médecine, quand on commence, je suis d'accord avec ce que disait Vincent Boune, on l'a, les étudiants, ils l'ont, ils veulent faire médecine. Ils s'altèrent avec le temps, avec un certain nombre de contraintes. Effectivement, aujourd'hui, c'est très contraignant. Et alors, je ne suis pas toujours pour rajouter des contraintes à la contrainte. Donc il va falloir peut-être changer l'appétence et les organisations plutôt que de mettre des contraintes. Si on met des contraintes, on n'en aura plus. Donc ne mettons pas de contraintes, ou alors mettons-nous tous un petit peu de contraintes. Alors la région Occitanie, elle a une autre idée, là. Alors, mais je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut que tout le monde ait un peu de contraintes. Sinon, ça ne marchera pas, mais il faut que tout le monde en ait. Alors, du coup, on y croit, nous, à cette territorialisation. Et pour tout vous dire, on est en plein dans un grand projet donc, qui va démarrer l'an prochain. D'une part, je tiens quand même à signaler que la région Occitanie, sur le mandat, là, va mettre plus de 150 millions d'euros dans l'hôpital public. Et on est hors compétence, je tiens à le rappeler. C'est un choix qu'on fait. Ce qui est une erreur, d'ailleurs. De ne pas avoir donné la compétence de santé. Ce qui est une erreur, évidemment, mais voilà. Et donc, du coup, figurez-vous qu'après le débat, on a effectivement un point avec Anne, et je pense qu'on va parler de ça, mais on va évidemment aider l'hôpital de Montpellier dans ces grands travaux de restructuration qui sont nécessaires des années à venir, c'est clair. Voilà. Et on intervient sur la reconstruction d'hôpitaux, sur la rénovation d'hôpitaux, et puis en particulier sur un des chantiers qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire l'accueil des jeunes. Et on refait des logements, en particulier ce qu'on appelle des antennes universitaires en région. On va former les jeunes plus dans les territoires. Et pour appuyer ça, on est en train de créer 40 postes, donc sur 2 ans, de ce qu'on appelle des chefs de clinique, mais peu importe, ce sont des postes pour les jeunes médecins, des postes universitaires qui sont rattachés à l'université et à l'hôpital, qui seront des postes territoriaux. On va créer 40 postes sur 2 ans pour justement inclure les jeunes dans les territoires, donner de l'universitarisation dans les territoires pour accueillir les internes et les externes, les étudiants en médecine plus tôt dans les territoires et travailler sur l'inclusion dans les territoires. Alors, je pense qu'il ne faut pas effectivement beaucoup de contraintes, je suis persuadé qu'il en faut un peu, mais il faut donner envie d'abord. Et donner envie, ça veut dire que Béziers accueille depuis pas longtemps ses premiers étudiants en médecine, lundi, de 4e année. C'est un plan qu'on a travaillé, mais tous ici, je crois d'ailleurs, avec la doyenne de l'université, de la faculté. On va commencer, donc nous, effectivement, à rénover l'habitat de ces étudiants. On travaille sur le transport, parce que c'est important aussi, c'est des étudiants, ils n'ont pas beaucoup d'argent, qu'on puisse les transporter. On travaille sur le logement et la nourriture, Resto U en particulier, parce qu'on croit beaucoup que si on monte la direction aux jeunes, ils ne vont pas tous, entre guillemets, être pervertis par le système d'emblée, et ils vont s'inclure dans les territoires, ils vont s'inclure dans la PDS, ils vont travailler dans les hôpitaux de périphérie qui en ont besoin. Encore une fois, l'hôpital de Montpellier est un hôpital d'excellence, c'est vrai,
qui a la chance d'être dans une métropole attractive. Ah oui, c'est fini, voilà, je parle trop. Non, on va chance donner de la métropole parole attractive. Et encore une fois, je pense que le recrutement des médecins n'est pas forcément le plus gros sujet de l'hôpital Montpellier. Il y en a certainement, mais si on va un peu plus loin, que Béziers, qui est encore une ville attractive, vous allez jusqu'à 7 par exemple, là c'est un vrai sujet. Vous voyez ? On a le sentiment à vous entendre tous que finalement le Ségur de la santé a été une occasion manquée. On n'a pas débattu assez, on est allé trop vite. Premier pas. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'était bien, Ségur alors. Et c'est pas que le devoir de réserve qui m'anime. Le Ségur de la santé, ça a été une revalorisation de tous les professionnels. Je ne parle pas que des salaires, effectivement. De l'hôpital. Oui, mais ça, c'est important aussi. Et ça a été une bouffée d'oxygène pour nos professionnels et ça a été super important. Au CHU de Montpellier, le Ségur de la santé, c'est 235 millions d'euros pour réhabiliter un établissement qui n'avait pas eu d'accompagnement depuis des années. Donc c'est formidable pour nous. Et on est très heureux de pouvoir commencer dès janvier à moderniser toutes nos structures et à faire en sorte qu'on ait un bâti qui soit conforme à l'excellence de nos équipes. Donc rien que pour ça... Donc l'étape suivante, ce sont des états généraux pour avoir ce grand débat sociétal ? Ce que dit la Cour des comptes dans son rapport, moi j'y souscris totalement. On a choisi peut-être d'un peu trop répartir. Mais dans ces cas-là, posons-nous tous la question de comment réagit-on quand on ne reçoit pas d'argent et qu'on voit les autres qui reçoivent des sommes importantes. C'est là où on a aussi notre part en tant que citoyen d'avoir une approche un peu critique et peut-être un peu responsable. Donc aujourd'hui, moi je me félicite du Ségur qui va nous permettre d'offrir à nos patients et à nos professionnels d'ici, alors on refait tout l'hôpital, donc d'ici 2030, on sera quasiment arrivé au bout et on aura un hôpital qui aura significativement changé. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va prendre les questions de la salle. Absolument. Qui a une récrimination, Merci d'abord une question, pour une ce interpellation, débat. Voilà. une Alors, des mains rouspétance. se lèvent. Donc peut-être madame et puis ensuite monsieur. On a le droit de s'il vous dépasser plaît. ou pas ? Non, même pas. On va essayer de faire des réponses brèves. Voilà. Question très courte, réponse très courte. Absolument, parce que vous êtes nombreux à lever la main. On vous écoute. Allez-y, Madame madame. Palanque, je suis une ancienne cadre de santé du CHU de Montpellier et CHU Toulouse aussi, dans mes premières années de travail. Je suis à la retraite. Je voudrais réagir très rapidement sur la question de l'attractivité du métier. Ce matin, j'ai été vraiment en admiration par rapport aux témoignages des infirmiers et des infirmiers des IPA, qui ont vraiment manifesté leur enthousiasme, leur expertise, leur motivation et qui ont justement dévoilé leur initiative en réseau collectif. Et pourtant, cet après-midi se pose encore toujours donc, cette question de l'attractivité des infirmiers. Je n'ai pas la prétention ni la vocation cet après-midi de répondre à cette question. Toutefois, juste 3 points rapides par rapport à cette question de l'attractivité de l'infirmière. De quelle infirmière a-t-on besoin aujourd'hui ? Je crois que ce matin, ils nous l'ont démontré avec passion et motivation. La certification des compétences, qui est vraiment un atout, qui va devenir une exigence par rapport au développement de la formation continue. Moi, j'ai eu 40 ans de travail. Ils ont la chance, la jeune génération aujourd'hui, à bénéficier de cette formation continue. Donc ça, c'est un point qu'il faut aussi soulever. Rapidement, le second, c'est le rapport au travail. On le sait, il a changé. Qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit dans n'importe quel milieu de travail. On sait qu'on passe d'une organisation où tout était codé, calé, rien ne bougeait, à tout qui bouge. Mais c'est partout. Il faut l'accepter. Il faut être en capacité de s'y adapter. Et le dernier point, vous l'avez tous dit, Monsieur Bounet, il faut remettre du bon sens, remettre du goût, donner envie, et puis accepter un peu la contrainte individuelle et peut-être la partager collectivement, comme ça sera moins lourde. Moi, je me reconnecte à ce qui a été évoqué ce matin par les témoignages des infirmiers des IPA. Franchement, je ne suis pas inquiète. Alors, qui veut apporter une réponse rapide à ça, notamment le changement de rapport au travail ? Enthousiaste. Vincent Boune. Alors, les IPA, je suis à fond pour moi, effectivement, la création d'IPA. En médecine d'urgence, infirmier pratique avancée, pardon. C'est voilà. une couche. Non, mais c'est comme dans l'armée, la santé, c'est-à-dire que vous aimez les sigles.
Pardon, mille excuses. Juste, en plus, Anne est très forte, elle n'a pas utilisé. Juste un chiffre, mais assez simple. On est malgré tout encore sur vraiment un développement très faible des infirmiers de pratique avancée. Montpellier, Nîmes, Nice, Toulouse, un infirmier en pratique avancée en médecine d'urgence qui est formé sur ces 4 villes. Absolument. Autant vous dire, en médecine d'urgence, je ne parle pas de tous les IPA, mais un en médecine d'urgence et pas assez, bien sûr, encore. Donc, malheureusement, on n'est pas au stade où il faudrait que ce soit bien plus généralisé. Il y a un vrai problème de modèle financier derrière. La plupart sont des libéraux qui ne peuvent pas se payer leurs études, etc. etc. Compliqué. Merci. Alors, on prend tout de suite une deuxième question. Question courte, réponse courte. Bonjour. Je voudrais discuter avec vous de la fermeture des lits d'hospitalisation. Vous justifiez ça par l'ouverture de l'ambulatoire. Sauf que l'ambulatoire, c'est de la chirurgie. Et les gens qui se présentent aux urgences, c'est pour de la médecine. La population vieillit et la population a besoin de soins qui relèvent de la médecine. Et ils ont besoin de lits d'hospitalisation. C'est pas de la chirurgie. L'ambulatoire, c'est chouette pour les personnes qui peuvent rentrer chez eux, qui peuvent répondre à un SMS. Est-ce que vous allez bien? Oui, non, 1, 2, 3. Mais la population vieillit et c'est pas ça dont elle a besoin. Très bonne question. Docteur Oziel. Allez-y. Madame Ferrer. Alors, si vous avez entendu de mon propos que je ne parlais que de la chirurgie, j'ai été insuffisamment précise. Ça s'appelle l'hospitalisation de jour pour la médecine. Et c'est spectaculaire comme elle explose en ce moment au sein de l'établissement. Justement parce qu'on arrive à prendre en charge les patients qui souffrent de maladies chroniques dans des formats beaucoup mieux organisés pour leur éviter de revenir X fois ou de rester trop longtemps. Ils bénéficient de l'intégralité en une journée. C'est une réalité. Ce n'est pas applicable à l'ensemble des patients. Mais se réorganiser, ça signifie aussi de créer des services de post-urgence médicale, ce qui permet justement d'avoir un engagement que les personnes âgées polypathologiques, qui me semblent avoir cité aussi, puissent ne pas rester sur des brancards de façon trop longue et inappropriée, le plus rapidement possible trouver un lit en aval. Et de la même façon, je suis une ancienne Toulousaine moi aussi, donc avec des études qui ont été démontrées que le moins de temps on désoriente les personnes âgées en les mettant à l'hôpital, le plus vite on leur permet dans de bonnes conditions de rétablir leur autonomie pour aller soit à domicile lorsque c'est possible, soit alors trouver un aval qui leur convienne, c'est 1000 fois mieux. Donc c'est la juste durée nécessaire aux patients qu'il faut réussir à organiser aujourd'hui à l'hôpital avec les ressources qui vont bien dans les équipes. Merci. Alors, il nous reste 1 minute. Monsieur, votre question. Je vais être très rapide. Je voudrais, donc je suis David Penado, je suis consultant, j'interviens beaucoup dans le secteur médico-social. Je voudrais rebondir sur un mot qui a été prononcé par Monsieur Oziol, c'est le mot systémique. Parce que pour moi, c'est vraiment la clé à toutes les problématiques qui ont été évoquées aujourd'hui. C'est vraiment une approche méthodologique au niveau national, régional, d'un CHU ou d'un service, de réunir tous les intervenants, toutes les parties prenantes qui sont concernées par une problématique et essayer de chercher ensemble des solutions. Je pense que c'est vraiment la piste à creuser, quoi. C'est une tentative de synthèse de tout ce que j'ai entendu. Éric Oziol, en 30 secondes. Oui, merci. Je suis convaincu de l'aspect systémique. La santé, c'est l'affaire de tous. Le soin, c'est effectivement plutôt l'affaire des soignants. Et je pense que l'organisation du système de soins, c'est vraiment l'affaire de tous. Il ne faut pas pointer du doigt l'un ou l'autre, mais effectivement avoir une lecture la plus égalitaire, la plus participative, comme dit Vincent Boone. Les solutions seront dans l'intelligence collective, qui est l'intelligence naturelle, et à défaut d'artificielle qu'on nous vend actuellement. Bon, en tout cas, l'intelligence naturelle, ils l'ont tous les trois, nos intervenants. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont brillants, on avait les meilleurs, on est très chanceux. Merci à vous et merci à Géraldine Vosner, qui est beaucoup plus brillante. Et on se retrouvera pour bien sûr suivre ces débats. Et nous, on retrouve dans quelques minutes donc un invité exceptionnel. Étienne Gernel vous en a parlé notamment pendant l'inauguration. Miroslav Radman, donc pour découvrir les secrets de la longévité, ses dernières découvertes. Donc rendez-vous dans quelques minutes. Vous restez avec nous bien évidemment. Merci beaucoup.